Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment analyser le marché de l'immobilier en France, qu'est-ce qui l'impacte. On regardera les taux de défaillance sur les prêts immobiliers auprès des banques françaises, savoir si effectivement on est dans une bulle des subprimes ou pas, et est-ce qu'on va arriver dans une bulle des subprimes ou pas. On regardera l'évolution du prix et des loyers de l'immobilier en fonction du revenu par ménage. Comme ça, on annule l'augmentation du prix de l'immobilier par rapport à l'inflation. S'il y a de l'inflation, les revenus augmentent en fonction de l'inflation et forcément, si les revenus augmentent, l'inflation augmente les revenus et elle augmente aussi les prix des maisons et les prix des biens immobiliers. Donc il faut toujours regarder les prix de l'immobilier en fonction de l'inflation pour pouvoir retirer cette inflation et voir si effectivement on a une augmentation ou pas du prix de l'immobilier. Et en troisième, on regardera l'évolution du prix et des loyers par rapport à la durée d'emprunt. Et on se rendra compte que l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est dû à la financiarisation des épargnants et des Français en général. Pour le taux de défaillance sur les prêts immobiliers en France au 31 décembre 2024, on a un taux de défaut sur les prêts immobiliers en France de 0,53%. Autant vous dire, les garanties demandées par les banques auprès des particuliers et des investisseurs, elles sont énormes et c'est super bien géré, hein. 0,53%, les banques fournissent des prêts immobiliers à des personnes qui sont solvables et il n'y a que 0,53% des personnes qui ont des prêts immobiliers qui ne remboursent pas leurs prêts. C'est, c'est que dalle. C'est en légère augmentation par rapport à 2023, mais ça reste vraiment négligeable, quoi. Donc on n'est pas sur une bulle immobilière de type subprime avec des risques de contagion sur les banques, faillite généralisée du système bancaire due à une baisse de l'immobilier ou due à des prêts fournis à des particuliers n'importe comment, pour n'importe qui. On a de la chance, on a un ministère qui nous fournit des données sur les prix des logements et l'indice des loyers rapportés aux revenus par ménage depuis 1965. On a à ce niveau-là la ligne D1. On peut voir que les loyers en 1965 étaient vachement élevés et qu'il valait mieux être propriétaire, puis les loyers ont baissé, 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 et ça s'est stabilisé dans le tunnel entre les 1,1 et les 0,9. Quand la ligne des loyers est en dessous de 1, c'est plus intéressant d'être locataire, et quand la ligne des loyers est au-dessus du 1, généralement c'est plus intéressant d'être propriétaire. À chaque fois que les loyers sont au-dessus du 1, généralement, augmentation du prix de l'immobilier, loyer au-dessus du 1, hop, ça stagne, puis ça augmente. Loyer au-dessus du 1, on peut considérer que ça augmente. Les loyers passent en dessous de 1, les prix de l'immobilier baissent. C'est pas une valeur sûre, on va rajouter la durée d'emprunt, comme je vous l'ai dit, la financiarisation de l'immobilier en France, et avec cela, on va constater qu'on a des bons indicateurs pour essayer de prévoir l'avenir sur les prix de l'immobilier en France. Si on rajoute un indice de la durée d'emprunt, à chaque fois qu'on a la durée d'emprunt qui est en dessous du prix de l'immobilier, avec les loyers en dessous du 1, hop, on a une augmentation du prix de l'immobilier, augmentation du prix de l'immobilier, ici, là, très intéressant, à partir des années 2000, augmentation fortement du prix de l'immobilier. C'est pour ça que la majorité de vos parents et des gens qui ont acheté dans les années 2000, ils disent oui, on peut pas perdre dans l'immobilier, c'est une valeur sûre, etc. En fait, bah pas forcément. Mais en tout cas, grâce à la financiarisation et l'augmentation des prêts, à partir des années 2000, on a eu une explosion du prix de l'immobilier. Et depuis les années, on va dire à peu près un peu avant 2010, 2009, 2008, on va dire depuis les années 2008, l'immobilier n'a pas bougé en France par rapport aux revenus par ménage. La majorité des gens vont vous dire l'immobilier a augmenté. Non, il a augmenté grâce à l'inflation, parce que l'inflation a fait une augmentation des salaires, l'augmentation des salaires a fait une augmentation des prix de l'immobilier. Il faut toujours le prendre par rapport aux revenus par ménage, savoir si on est surévalué ou pas sur les prix de l'immobilier. Durée d'emprunt pour acheter le même logement, pam, ça passe en dessous les prix de l'immobilier, les loyers au-dessus du 1, augmentation du prix de l'immobilier. Là, on peut constater que la majorité des gens vous disent oui, l'immobilier est en train de repartir, c'est super intéressant, les ventes réaugmentent, on le voit sur BFM Business, etc. Durée d'emprunt pour acheter le même logement, effectivement, il est repassé en dessous des prix de l'immobilier, mais on peut le constater que les loyers y réaugmentent par rapport à l'inflation, bien sûr.
par rapport au salaire, mais ils sont toujours pas au-dessus du 1, donc on peut considérer qu'on n'a pas encore touché le bas sur les prix de l'immobilier en France. Il y a un dernier indicateur qu'on peut regarder, c'est pour savoir si la durée d'emprunt pour acheter le même logement, elle va augmenter ou pas. Si elle réaugmente et qu'elle passe au-dessus du prix avec les loyers qui sont en dessous de la ligne des 1, on est toujours, il faut pas acheter de l'immobilier, c'est pas intéressant. Donc dans tous les cas, les loyers doivent repasser au-dessus de la ligne des 1 pour que ça soit intéressant d'acheter. Et bien sûr, on va regarder si la durée d'emprunt, elle va continuer à baisser en dessous des prix de l'immobilier ou si elle va remonter au-dessus des prix de l'immobilier. Ce qui va faire baisser le prix de l'immobilier, bien sûr. Pour ce faire, on va regarder le 10 ans français, l'OAT à 10 ans français. Hop, on l'a depuis 1987. À chaque fois qu'on a une baisse de l'OAT à 10 ans français, on a une augmentation du prix de l'immobilier. C'est parce que les taux baissent, donc les gens peuvent emprunter plus d'argent pour acheter plus de mètres carrés. Si les taux montent, bien sûr, les taux montent, les gens peuvent emprunter moins d'argent, avoir une capacité de remboursement de leurs prêts moins élevée, et donc ils peuvent acheter moins de mètres carrés. Donc techniquement, les prix de l'immobilier, ils baissent. On peut voir que depuis les années 2020, les taux d'intérêt de la France à 10 ans, ils montent, ils montent, ils montent, et maintenant on est à 3,70%. Et avec la guerre en Iran, ça continue à augmenter. Donc si on revient sur notre indicateur principal qui est fait par Jacques Frigit, n'hésitez pas à me demander si vous voulez les sources, je vous mets les liens. C'est l'INSEE qui fait ces calculs, et c'est auprès de l'IGEDD, et c'est le ministère de l'écologie et du logement. Je vous le transmets, si vous me le demandez en lien sous la vidéo, je vous l'envoie direct. Donc la durée d'emprunt, qu'est-ce qui va se passer? Ici, la durée d'emprunt va réaugmenter. C'est toujours pas intéressant entre les loyers d'être propriétaire de faire un achat. Il vaut mieux être locataire actuellement. Donc les prix, ils vont continuer à baisser. Normalement. Soit ils baissent, soit ils stagnent. Mais en tout cas, il y a peu de chances qu'ils montent. Et donc actuellement, faire des investissements dans l'immobilier résidentiel en France, pas forcément le meilleur placement. Je vous souhaite une bonne